Dans le marketing et la distribution, les entreprises doivent choisir comment leurs produits vendent. Prenez n'importe quelle grande marque, que ce soit Nike ou Starbucks, elles ont toutes fait face au même casse-tête fondamental. Comment on fait pour que son produit passe de l'usine à des millions et des millions de clients? C'est tout le défi de la distribution et pour y arriver, il y a en gros 3 grandes voies. On a une super idée, un produit génial. Et après, comment on fait pour qu'il se retrouve dans la boutique du coin de la rue, mais aussi à l'autre bout du monde? Et là, attention, on ne parle pas juste de logistique, de camions ou d'entrepôts. Non, non, la stratégie choisie à ce moment-là, c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne idée et un nom que tout le monde connaît. Eh bien, la réponse, elle se résume à 3 modèles. 3 stratégies vraiment différentes pour aller à la rencontre du client. Et si on arrive à les comprendre, on décrypte en quelque sorte l'ADN du succès des plus grandes marques de la planète. Les différences entre les réseaux organisés de différentes manières selon le niveau de contrôle, l'investissement et la vitesse d'expansion. Et en fait, à la base de tout ça, il y a un choix. Un choix presque philosophique. Est-ce qu'on veut le contrôle absolu sur sa marque ou est-ce qu'on vise la croissance? La croissance à tout prix. C'est vraiment l'arbitrage fondamental. Alors, le premier chemin, c'est un peu celui de la forteresse, le réseau intégré. Imaginez, l'entreprise est propriétaire de A à Z, de l'usine jusqu'à la boutique. Chaque maillon de la chaîne est sous son contrôle total. Le résultat? Une expérience client maîtrisée à la perfection. Pensez à Starbucks. Chaque petit détail est pensé, de l'odeur du café en entrant jusqu'à la musique d'ambiance. Mais évidemment, cette perfection a un coût. Et pas un petit. On parle d'investissements colossaux, ce qui forcément ralentit la vitesse d'expansion. Allez, on change complètement de décor maintenant, avec la deuxième approche, le réseau franchisé. Ici, l'entreprise ne fait plus tout toute seule. Non, c'est un partenariat. D'un côté, on a la grande marque, ce qu'on appelle le franchiseur, et de l'autre, un entrepreneur indépendant, le franchisé. Là, le maître mot, c'est la vitesse. C'est comme ça qu'une marque comme McDonald's a pu littéralement envahir la planète à une allure folle. Pourquoi? Parce que ce sont les franchisés qui mettent la main à la poche pour financer l'ouverture des restaurants. Le compromis, bien sûr, c'est que la marque doit lâcher un peu de contrôle. Le grand défi, c'est de s'assurer que le Big Mac aura le même goût que ce soit à Paris ou à Tokyo. Et enfin, le troisième et dernier chemin, le réseau indépendant. Là, c'est encore une autre histoire. La marque ne vend plus directement. Elle confie ses produits à d'autres magasins, des revendeurs. Elle se retrouve sur les mêmes étagères que ses plus grands concurrents. Pensez à Nike. On peut trouver leurs baskets absolument partout, dans des dizaines de chaînes de magasins différentes. L'avantage, c'est une couverture de marché maximale pour un investissement quasi nul pour la marque. Le truc, c'est que Nike perd presque tout contrôle sur la façon dont ses chaussures sont présentées en magasin. Alors, si on résume, on voit bien les deux extrêmes. D'un côté, le réseau intégré, c'est le contrôle maximum, mais une croissance qui se fait tout doucement. À l'opposé complet, le réseau indépendant. On est partout, mais on ne contrôle quasiment plus rien. Et pile entre les deux, on a la franchise, qui essaie de trouver un juste milieu. Partie 2, les avantages et les risques financiers pour un franchisé. Si on changeait un peu de point de vue, oublions la grande marque pendant une minute, et mettons-nous dans les baskets de l'entrepreneur qui songe à devenir franchisé. Pour lui, c'est un sacré pari. D'un côté, on a la sécurité, c'est sûr. On achète une marque que tout le monde connaît, un modèle qui a déjà fait ses preuves, on est formé, on est aidé, le risque est bien plus faible. Mais de l'autre, eh bien, on dit adieu à une bonne partie de sa liberté d'entrepreneur. Il faut suivre des règles très strictes, renoncer à son autonomie. C'est le prix à payer pour la tranquillité d'esprit. En gros, c'est un peu ça. On achète un billet pour un succès quasi garanti. La grande question, c'est combien coûte ce billet? Regardons un peu les chiffres. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. La chaîne de salons de coiffure Great Clips. Juste pour commencer, pour avoir le droit d'ouvrir son salon et d'utiliser le nom, il faut lâcher un ticket d'entrée. Et là, on parle déjà d'environ 20 000 $. Et attention, ce n'est que le début. Tous les mois, sans exception, le franchisé doit reverser une partie de son chiffre d'affaires à la marque. C'est ce qu'on appelle les redevances ou les royalties. Chez eux, c'est 6% de tous les revenus. Et ce n'est pas fini. Pour financer les grosses campagnes de pub à la télé, qui profitent à tout le réseau, le franchisé doit encore verser 5% de son chiffre d'affaires. Donc si on fait le calcul, ça fait 11% des revenus qui s'envolent directement chez le franchiseur. Et ça, c'est avant même de payer les salaires, le loyer ou les produits. De plus, la stratégie duale, équilibre entre contrôle et croissance. Pour limiter les inconvénients de la franchise, certaines entreprises utilisent une stratégie duale. Alors, face à tous ces choix cornéliens, que ce soit pour la marque ou pour l'entrepreneur, il y a des entreprises qui ont trouvé une solution plus subtile. Une stratégie qui ne dit pas « ou bien », mais qui dit « et ».
C'est ce qu'on appelle la stratégie duale. Et l'idée, franchement, elle est d'une simplicité redoutable. Plutôt que de choisir entre posséder ses propres magasins ou les franchisés, les marques les plus malignes font les deux en même temps. Et c'est un combo parfait en fait. Les magasins qui appartiennent en propre à la marque, c'est la vitrine. C'est là qu'on s'assure que l'image de marque est nickel. C'est aussi un super laboratoire pour tester de nouveaux produits, de nouveaux concepts. Et pendant ce temps-là, les franchises, elles, s'occupent de la croissance rapide en finançant l'expansion partout. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, au final, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, hein. Pas de modèle parfait qui marche à tous les coups. Tout est une question d'équilibre, de stratégie et de ce que l'entreprise veut vraiment accomplir. Pour résumer l'essentiel, le modèle intégré, c'est le choix du contrôle. La franchise, c'est le choix de la vitesse. Le réseau indépendant, c'est le choix de la couverture maximale. Et la stratégie duale, eh bien, c'est la recherche de l'équilibre parfait entre toutes ces priorités. Du coup, la question de fond, elle reste. Si on devait créer une marque aujourd'hui, on ferait quoi? On garderait le contrôle total de son bébé, quitte à avancer plus doucement, ou alors on viserait la conquête du monde le plus vite possible? La réponse à cette question, eh bien, elle ne définit pas seulement une stratégie, elle définit carrément l'âme d'une entreprise. Pour conclure, les entreprises peuvent utiliser plusieurs types de réseaux de distribution selon leurs objectifs.